C'est bon, eh ben, à vous la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Véronique Filleul, enseignante-chercheur, vice-présidence recherche ici à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je suis très heureuse d'ouvrir cette soirée, nouvelle soirée débat, donc empreinte, qui relève de la 4e saison, je crois, hein, déjà. Donc les événements de médiation scientifique, bien sûr, ont toute leur place à l'université. C'est l'une des raisons essentielles du partenariat ici entre Empreinte et puis le CRESICA. Donc l'université est partenaire via le CRESICA et en même temps hôte donc de ces soirées ciné-débats. Je voulais ce soir peut-être souligner parmi l'ensemble des partenariats le fait que c'est l'Institut Pasteur qui est un petit peu à l'honneur à travers le documentaire qui va être présenté. Et juste donc rappeler ou informer pour certains le fait qu'un nouveau chantier commence dans les prochains jours qui concrétise un partenariat important autour de la recherche sur les maladies vectorielles qui associe donc étroitement l'Institut Pasteur et l'Université de Nouvelle-Calédonie autour d'un pôle de recherche qui s'intitule donc justement Vectopole. Ensuite, donc peut-être ce que je voulais souligner, qui m'intéressait, parce que je n'ai pas vu, hein, je vais découvrir moi aussi ce soir le documentaire, sur le titre de la conférence de ce soir, enfin de la soirée cinéma-débat, pardon, One Health, donc qui est traduit en français par une seule santé. Je dirais que c'est à la fois peut-être un mot d'ordre, et puis aussi une nouvelle façon de concevoir et d'agir, et surtout de penser ensemble les santé, la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Donc ce qui implique du point de vue de la recherche et des acteurs qui naviguent autour de la recherche et surtout dans les secteurs professionnels, des décisions, des politiques, etc., sont amenés donc de plus en plus à travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément très facile, évident. Donc en tant que chercheur, moi-même, je le vois, je l'ai personnellement aussi vécu, entre guillemets. L'idée, donc, c'est de se mettre un petit peu autour d'une table, de partager, par exemple, des données, des observables, etc., qu'on n'avait pas nécessairement l'habitude de mutualiser. Voilà. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ces soirées-là, ciné-débat, parce qu'en fait, c'est mettre en œuvre déjà à la fois concrètement ces nouvelles pratiques que l'on doit mettre en place de partage des savoirs, des expériences, des connaissances, mais aussi en même temps penser à la médiation scientifique, donc à une science tournée vers la société. Et donc je remercie aussi du coup Elisabeth pour le travail qu'elle mène et puis pour la présentation qu'elle fera tout à l'heure à la suite du documentaire. Donc je vous souhaite à nouveau la bienvenue, une bonne soirée de débat, d'échanges autour de justement de savoir et d'expériences à la fois personnelles et scientifiques. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Bah, écoutez, du coup, je vais faire très court, hein, parce que vous avez dit des choses essentielles. Moi, je vais juste rappeler que ce partenariat avec le CRESICA et l'université, c'est aussi un partenariat avec Caledonia, avec Blue Green Production, donc qui est la société qui produit cette émission, et avec le WWF, qui est un partenaire depuis le début. Empreinte, on l'a construit ensemble entre Blue Green Production, le WWF, en la personne d'Hubert Géraud. Et c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble de façon très, comment dirais-je, très productive. On réfléchit ensemble au sujet, et surtout le WWF nous apporte énormément d'informations très, très intéressantes. Vous allez encore le découvrir ce soir dans cet épisode One Health, une seule santé pour la planète. Alors, vous l'avez sur le titre ici un peu plus long. Donc, quel est le lien entre la santé humaine, celle des animaux et l'état écologique de la planète? Quel risque de maladie engendre la destruction de la nature pour l'humanité? Alors, on en a eu un petit exemple, enfin un grand exemple
il n'y a pas si longtemps que ça, hein, avec la pandémie de Covid-19, donc qui a été un peu une leçon, un rappel à une échelle planétaire des dangers, hein, de la destruction de la nature. Je vous donne 2 petits chiffres avant de commencer, puis après on va démarrer, le reste on vous le dira après. À savoir que 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. C'est ce qu'on appelle donc les fameuses zoonoses. C'est un terme qui a été largement vulgarisé pendant l'épidémie de Covid-19. On a bien sûr également la grippe aviaire, la rage. Et oui, la rage existe encore. La dengue, qu'on connaît bien en Calédonie. Et puis la leptospirose. Donc ce soir, dans cet épisode, on a vraiment fait un focus sur la leptospirose, une maladie qu'on croit bien connaître en Calédonie, puisqu'on en parle depuis longtemps. Eh bien, vous allez découvrir, enfin en tout cas moi, j'ai découvert que je ne la connaissais pas si bien que ça, et pourtant je suis calédonienne et j'ai toujours entendu parler de cette maladie. Donc grâce à l'Institut Pasteur, j'ai appris énormément de choses. Alors bien sûr, on terminera aussi sur des histoires positives grâce à Hubert, parce qu'on a quand même un bel exemple de réussite sur une autre zoonose, mais je ne vais pas la dévoiler tout de suite. Donc voilà, on aura beaucoup d'intervenants autour de la table. Donc je vous présenterai après la diffusion de cet épisode qui va durer environ une trentaine de minutes. Donc bon visionnage, à tout à l'heure. Protéger la santé des humains passe nécessairement par protéger celle de la planète. C'est de cette prise de conscience qu'est né le concept One Health, traduit par une seule santé. Il repose sur un principe simple, la prise en compte des liens étroits entre la santé humaine, la santé animale et celle de l'environnement. À l'Institut Pasteur, une équipe de recherche travaille sur ce sujet en étudiant le rôle de l'environnement dans le développement d'une maladie bien connue des Calédoniens, la leptospirose. Allons retrouver Roman Thibault et Marie-Estelle Soupé-Gilbert sur leur terrain de travail. Bonjour Thibault, bonjour Marie-Estelle. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Alors tous les deux, vous travaillez sur le rôle de l'environnement dans le développement de la leptospirose. Alors quel est le lien entre le trou que vous êtes en train de creuser et la maladie? Eh bien écoute, figure-toi qu'en Nouvelle-Calédonie, la plupart des contaminations humaines, elles font suite à une exposition environnementale. Et nous, notre projet de recherche, qui est actuellement financé par l'Agence nationale de la recherche, il consiste à étudier le rôle que peut avoir la physico-chimie des sols sur la persistance de cette bactérie pathogène dans les sols. Donc ça veut dire que les leptospires sont naturellement présentes dans le sol? Les leptospires sont des bactéries telluriques qui sont naturellement présentes dans le sol, et au sein du clade des leptospires, on distingue des leptospires saprophytes, donc qui sont non pathogènes pour les humains et qui sont présentes dans les sols, et des bactéries pathogènes, Oui. qui elles sont également présentes dans les sols, mais qui peuvent aussi être inoculées via les animaux infectés par cette bactérie pathogène. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que, par exemple, ici, dans le sud, au milieu de nulle part, s'il y a des animaux qui sont passés, comme des cochons sauvages ou des cerfs, et que je marche pieds nus, je peux potentiellement attraper la leptospirose? Oui, en effet, donc c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un risque. Cette bactérie pathogène présente dans les sols, si on est en contact intime avec ce sol-là,
et qu'en plus on a des blessures, on peut avoir un risque de contracter cette maladie. Et ce qu'on observe également, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, les cas humains, ils augmentent après des fortes pluies. Donc on pense que les sols, ils sont lessivés par les eaux de ruissellement. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous rechercher les leptospires dans la terre? Donc tout à fait. Donc là, ce qu'on souhaite faire, c'est réaliser un prélèvement de ce sol-là, assez emblématique de la Nouvelle-Calédonie, sur roche péridotite. Et on va essayer de corréler la physico-chimie de ce sol à la survie et la persistance des bactéries pathogènes. Donc là, on essaye de décrocher une tranche de sol. Et voilà. Tac. Ok. Donc voilà, on réalise notre prélèvement de sol. Et si tu veux bien, Elisabeth, est-ce que tu peux relever, s'il te plaît, pour nous, le taux d'humidité et la température du sol? On va répertorier Dans tout ça. le trou, là, hein? Vas-y, Ok. juste ici, là. Ok. Alors, plante les broches dans le sol. J'appuie. Voilà. On appuie sur ride. Alors, ride. Alors, le taux d'humidité, c'est 4,6% et la température du sol, 21,6 degrés. 21,6 degrés. Alors là, on est plutôt sur un sol qui est assez sec. Donc on arrive en saison sèche et là, on voit que le taux d'humidité a chuté. Généralement, on sait que c'est un facteur qui est assez déterminant pour la survie des leptospires. Un sol qui est plutôt humide, c'est un sol qui va avoir tendance à être plus propice à la survie des bactéries. Vous faites des prélèvements sur toute la Nouvelle-Calédonie? Oui, on essaye de cibler tous les différents types de sols présents en Nouvelle-Calédonie. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un panel le plus large possible de types de sols. Eh ben, écoute, ce que je te propose maintenant, si tu veux bien, c'est que tu nous rejoignes à l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie pour qu'on puisse préparer ce sol et lancer nos expériences de microcosme pour étudier donc la persistance des bactéries pathogènes dans ces sols-là. Très bien. Eh bien, allez, direction le labo. Super. Par ici, Elisabeth, donc là on va rentrer dans le laboratoire de microbiologie, c'est ici qu'on va préparer les microcosmes. Je vais te laisser rentrer et puis on va mettre des gants et une blouse pour pouvoir manipuler. Là, Elisabeth, c'est la première étape de préparation de notre expérience. Donc le sol qu'on a collecté ce matin, la première chose qu'on va lui faire, c'est qu'on va le tamiser. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de cette terre tamisée? On va faire 3 types d'analyses dessus. On va faire une analyse chimique, donc on va analyser la composition chimique de ce sol, quels sont les éléments chimiques qui sont présents dans le sol. Une analyse physique, on va déterminer la granulométrie du sol. Et ensuite, on va réaliser notre expérience de survie des leptospires dans ce sol-là en microcosme. En microcosme, c'est vraiment reproduire l'environnement, mais à une toute petite échelle. Exactement, on va miniaturiser le sol dans un échantillon D'accord. qui est adapté à nos analyses. Alors là, on va mettre un filtre sur lequel on va déposer notre sol tamisé et qu'on va réhydrater. Vous réhydratez pour activer en fait les leptospires? Parce que les leptospires préfèrent les sols humides. Alors tu vas pouvoir venir mettre une petite poignée, voilà. Voilà. Et ensuite, on va ajouter de l'eau. Donc voilà, on a réhydraté notre sol. On va le laisser comme ça pendant 3 jours, le temps qu'il s'imprègne bien de l'eau, qui se gorge. Et ensuite, on ira filtrer au bout de 3 jours pour retirer l'eau qui est en excès. Donc l'étape suivante, Roman? Eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on change de laboratoire, qu'on aille dans le laboratoire où on cultive nos bactéries pathogènes, les leptospires pathogènes, et on va les inoculer dans les microcosmes qu'on vient de préparer. D'accord. Pour ensuite suivre leur survie au cours du temps. D'accord, donc on va manipuler les leptospires. C'est parti. Là. Donc les bactéries, on les cultive dans une étuve à 30 degrés et elles sont juste ici. Ah oui. On a plusieurs souches, plusieurs espèces. Et aujourd'hui, on va travailler avec celle-ci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer les bactéries. Comment tu vas faire pour les compter là? Eh bien, on va utiliser un microscope particulier qui nous permet de visualiser nos bactéries. Ok. Alors regarde Elisabeth, là, on a nos leptospires. Alors
oui, alors là, on les voit vraiment très, très bien. Alors, il y en a énormément. Il peut y en avoir jusqu'à combien des leptospires sur la petite goutte qu'il y a sur la lame, là? Là, on peut considérer que sur cette goutte, il y a 1 million de leptos. Waouh! Ah oui, c'est énorme. Elles sont vraiment très, très fines comme bactéries. Donc là, Elisabeth, on vient de déterminer la concentration de notre culture. On a compté 500 millions de bactéries par millilitre, ce qui est une culture assez élevée. Et nous, ce qu'on souhaite obtenir, c'est qu'on veut injecter 5 millions de bactéries par microcosme. Et là, on vient inoculer nos microcosmes de sol avec nos leptospires pathogènes. Et à partir de là, on va les disposer dans l'incubateur et on va suivre la survie de ces bactéries au cours du temps pendant 21 jours. Et au terme de cette période d'incubation, quelle est l'étape qui suit? On va extraire l'ADN de nos bactéries présentes dans ces échantillons pour les analyser. Donc là, on va procéder à l'extraction. Et voilà, on a récupéré notre ADN purifié. Donc on est parti d'un microcosme qui contenait notre sol et nos leptos pour arriver à cette élution d'ADN. Alors ça, c'est de l'ADN pur. C'est ça, en solution. Et c'est donc ça maintenant qu'on va aller analyser pour Tout à savoir fait. ce qu'elle contient réellement, l'ADN des leptospires, mais aussi d'autres choses, et en quelle quantité. Exactement. Ok. Et là, on va voir ce qui se passe sur l'écran de l'ordinateur. Alors, Roman, qu'est-ce que nous dit cette image sur l'échantillon d'ADN qui se trouve donc dans la machine? Eh bien, la première chose qu'on peut observer, c'est qu'on a été capable d'amplifier l'ADN des leptospires dans nos échantillons. Donc, les leptospires étaient toujours présentes dans ces échantillons. Et ce qu'on peut également observer ici, c'est qu'on a une diminution du signal détecté, ce qui signifie qu'on a une diminution de la quantité de leptospires dans notre échantillon au cours du temps. D'accord. Alors, cette diminution, elle est différente en fonction du type de sol. En effet, d'après les expériences qu'on a déjà menées, on voit que cette diminution, on l'observe dans la grande majorité des sols qu'on a étudiés. En revanche, c'est la vitesse de diminution de la quantité de bactéries qui peut varier d'un sol à l'autre. Et l'intérêt de cette étude maintenant, c'est de mettre en relation cette information de viabilité avec les données de physico-chimie qu'on va obtenir grâce à nos collègues de l'IRD et de l'université pour pouvoir faire le lien entre les types de sols et leur capacité à abriter des bactéries pathogènes. Et donc, ces résultats serviront à faire de la prévention auprès des populations qui habitent dans les zones où il y a de plus fortes concentrations de leptospires. Tout à fait. Donc, l'objectif vraiment final de cette étude, c'est d'essayer de faire une cartographie des sols qui vont être plus propices à la survie de ces bactéries pathogènes et en effet de pouvoir utiliser cette information-là pour prévenir les populations si elles sont à risque et qu'elles habitent dans des régions où on retrouve ces sols. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci Elisabeth. Quels sont les symptômes de la leptospirose? Est-ce une maladie grave? Et quel comportement faut-il adopter pour s'en protéger? Les services de santé du territoire sont mobilisés sur la question, de la direction des affaires sanitaires et sociales qui a en charge la santé humaine jusqu'aux services d'hygiène et de santé des communes qui sensibilisent la population sur les bonnes pratiques à adopter avec les animaux et avec leur environnement. La pluviométrie, en fin de compte... Il faudrait les avoir plus rapidement, voir la météo, parce que là, ça ne fait pas. Bonjour. Bonjour Elisabeth, assis-toi. Tous les deux, vous travaillez donc sur le thème de la leptospirose. Alors moi, j'aimerais savoir quels sont les symptômes de cette maladie. Alors, en début de maladie, justement, c'est une fièvre d'apparition brutale élevée, une fatigue, des douleurs articulaires, musculaires, maux de tête. Ça fait un peu penser aux symptômes de la dengue. Tout à fait. En début de maladie, c'est comme une maladie virale, une grippe, une dengue. Mais si on ne prend pas de traitement, au bout de 2-3 jours, 3-4 jours, on va avoir des complications, une jaunisse, donc des yeux jaunes, des urines foncées. Donc là, ça veut dire que la bactérie atteint déjà plusieurs organes, dont le foie, les reins. Et après, ça peut toucher le cœur, les méninges, d'autres organes.
et une évolution, donc une nécessité d'hospitalisation en réanimation, de dialyse et le décès. Oui, donc c'est une maladie qui est très grave. Et est-ce qu'il existe un traitement pour la soigner? Alors tout à fait, en fait, il suffit d'une prise d'antibiotiques le plus rapidement possible dès la déclaration des signes cliniques pour éviter toutes ces complications et voir les décès. Alors quel est le temps d'incubation de la leptospirose? L'incubation, c'est le délai entre la contamination et le début des signes de la maladie. Ça peut aller d'1 à 3 semaines. Donc c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, on a oublié qu'on a pris des risques, peut-être une baignade en rivière, dans des eaux stagnantes, marcher pieds nus dans une zone humide, dans la boue, et on oublie effectivement. Donc il faut vraiment être conscient qu'on a pris un risque si on a marché pieds nus quelque part. Et puis que les animaux sont venus uriner dans cette zone, on ne sait pas forcément. Donc effectivement, c'est important de s'en souvenir. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de cas chaque année en Nouvelle-Calédonie, Stéphane? Chaque année, nous recensons des cas, mais tout particulièrement ces dernières années, avec justement effectivement le phénomène La Niña, donc qui nous a apporté une pluviométrie vraiment conséquente. Et à l'heure actuelle, depuis le début de l'année, donc ça fait depuis les 6 premiers mois de cette année, nous recensons 144 cas, donc 4 décès. Ça fait beaucoup, c'est énorme, 144 cas. Oui. Et alors, les 4 décès qu'il y a eu, est-ce que les personnes décédées ont un profil type? Est-ce que ce sont des personnes vulnérables, ou âgées, ou des enfants C'est un petit peu monsieur tout le monde. Parce que parmi les 4 cas, nous recensons donc un jeune homme de 22 ans. Jusqu'à une personne de 76 ans. Donc, a priori, toute personne... Oui, on peut tous potentiellement être concernés par cette maladie. Alors, qu'est-ce que vous faites à la DAS, justement, pour sensibiliser la population à ce risque? Donc, nous, de notre côté, nous recensons donc, les cas de leptospirose. Ensuite, il y a une investigation de chaque cas auprès duquel nous allons pouvoir essayer d'identifier une zone de contamination. Nous apportons quelques recommandations auprès de la personne et ensuite nous transmettons le cas auprès des services techniques des différentes communes qui, eux, iront mener des actions donc, sur le terrain auprès de l'habitant ou même dans la zone concernée pour sensibiliser les gens. Alors justement, moi j'ai prévu d'aller rendre visite à l'équipe du SIVM Sud qui aujourd'hui organise une visite chez une personne qui avait déclaré un cas au sein de sa famille. Je vous remercie beaucoup. Jean-Yves, je t'ai préparé les documents pour intervenir au domicile des administrés. Donc si tu peux remplir le tableau, donc le compléter avec les informations nécessaires pour retransmettre à la DAS. C'est bon pour toi? C'est bon. D'accord. Aujourd'hui, il y a Elisabeth qui va t'accompagner pour la campagne de prévention. Bonjour Angelina, bonjour Jean-Yves. Bonjour Elisabeth. Alors le SIVM Sud mène des actions sur le terrain pour sensibiliser les populations locales aux maladies environnementales notamment. C'est le cas en ce moment avec la leptospirose. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc là, nous menons donc une campagne de sensibilisation avec le retour de la période fraîche. Donc nous nous rendons dans les foyers pour justement rappeler les bonnes consignes à suivre. Et pourquoi la saison fraîche Pour quelle raison? Alors, les rats, c'est comme nous, donc ils cherchent à être au chaud et donc ils se rapprochent des habitations. Ah d'accord, donc il n'y a pas que les périodes pluvieuses, en fait, il y a aussi la saison fraîche qui est une période à risque. Oui, donc les rongeurs, donc, ils sont présents toute l'année. Donc il est bon de rappeler, même après la saison des pluies, qu'il faut encore se protéger et surtout là avec la saison fraîche qui arrive. D'accord. Et donc aujourd'hui, nous avons un cas, donc nous avons été informés d'un cas positif et donc nous nous rendons au domicile de Jean-Charles Moglia à Saramea. D'accord, très bien. Donc c'est avec toi Jean-Yves qu'on va faire un petit peu la vérification autour de la maison de cet habitant. Effectivement, Elisabeth, tu vas m'accompagner. Mais je te suis. Allez, on y va. Allez, bonne journée. Merci. Bon appétit à vous. Bonjour mon frère. Hello. Ça va Charles? Comment tu vas? Bien. Qu'est-ce qui t'amène? Je te présente d'abord Elisabeth. Bonjour Charles. Enchanté. On vient par rapport à ton appel là, Oui. pour ton fils qui a eu la lepto. Donc on est sur une campagne, mais on profite aussi à faire de la prévention. Oui. Donc moi j'aurais quelques questions à te poser, à savoir où ton fils a attrapé la lepto, si tu sais. Oui. Voilà.
Bah, c'est en bas au travail. Hein. Et il travaille dans quoi? Le week-end, quand il vient en vacances, il travaille avec nous comme un personnel normal, quoi. Hein. Oui, oui. Et puis voilà, alors, avec les fréquentations avec les animaux et tout. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez comme animaux Oui, en voilà. bas? J'ai des porcs. Des porcs, J'ai d'accord. des porcs, voilà. Et donc, votre fils aurait été infecté par les porcs ou par d'autres animaux? Peut-être par les aliments dans lesquels les rats viennent faire leur excrément. Donc les aliments que les porcs consomment, hein, c'est ça? Voilà, que les porcs consomment. Et puis dans les manipulations des sacs d'aliments. Rien qu'en les touchant, si jamais les rats ont uriné dedans, Voilà. Ah et oui. s'il avait eu une petite blessure, hein, c'est Voilà, ça, par il a exemple. pu contracter la maladie. Par exemple. Vous avez aussi des animaux qui sont tombés malades? Oui, j'ai perdu justement au même moment, à 2 jours d'écart, une truie qui était allaitante, c'est-à-dire qu'elle avait des petits porcelets. Et donc voilà, mort subite. Et donc là, il n'y a pas photo. La quoi. leptospirose aussi. Voilà, il n'y a pas photo. Ouais. Et vous-même, Jean-Charles, vous avez déjà attrapé cette maladie. Oui. Alors vous êtes très vigilant quand même. Oui, bien sûr. Il y a plus de 30 ans, on a connu ça. Il y a eu une vague de leptospirose à une époque où il y a eu même des décès, de nombreux décès. Et puis, depuis, eh ben, forcément, on fait gaffe. Mais voilà, après, c'est la nature. On vit au contact de la nature. On est en brousse. Les rats sont juste à côté. Ouais. En fait, c'est un petit peu comme l'histoire du requin, entre guillemets. C'est nous qui sommes dans la nature. Ouais. Voilà, le requin, il est dans la mer, il est chez lui. Ouais, c'est ben, à nous les de faire rats. attention. Les rats, ils sont chez eux. Il faut faire avec, mais il faut être vigilant. On descend voir. On va descendre, mon frère. Allez, on y Tu nous va. accompagnes. Donc voilà, là on arrive où on stocke les aliments. Alors on voit qu'elles ne sont pas fixées les unes contre les autres. C'est pour nous permettre de mettre du produit à rats justement. Quoi. Mais là, les sacs, ils sont fermés, donc les rats viennent et ils ouvrent. Ah oui, oh là 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 là, ils sont capables de... Mais en fait c'est par-dessous, c'est vicieux. Ah, ok. Ils viennent par-dessous, sous la palette. Et puis voilà, donc ils consomment le plastique, ils mordent, ils percent le sac. Et puis voilà quoi. Bon, je peux te poser une question. Pourquoi tu ne fais pas un abri, un emplacement fermé pour tes sacs? Alors oui, alors il y a plein de gens qui me posent cette question-là, c'est parce que ça, c'est un aliment qui sont enrobés d'un plastique qui est extrêmement épais, donc qui est très chaud. Et ce qui fait que les aliments, ils fermentent, ils chauffent. Ah ouais. Donc il faut toujours que ce soit ventilé. Oui, donc tu n'as pas d'autre solution. Non, finalement, il faut laisser en plein air. Que de les laisser en plein air Voilà. et puis de protéger la zone. Exactement. Je sais pas si tu mets des pièges ou autres pour repousser les rats. Faites attention parce que voilà, là, justement, il y a un piège à rats. Tu peux mettre nos doigts. Hein. Ouais, c'est vachement efficace de toute façon. Et puis là, vous voyez par-dessus, ce sont les porcelets qui sont donc devenus orphelins. Et c'est là que la truie qui est décédée dans les taux. Voilà. Ouais, donc là, la maternité, c'est aussi une zone à risque pour les animaux, hein, Ouais. parce que la nourriture, elle est là, elle est accessible aussi. Les pour animaux, les et puis certainement que la phase de maternité pendant le cycle, c'est un cycle où l'animal est fragilisé. En fait, si on devait résumer les façons d'attraper cette maladie, la leptospirose, ça peut être effectivement à la maison, à cause de la présence des rats. Mais les chiens peuvent aussi nous transmettre, s'ils ne sont pas vaccinés, cette maladie. Les animaux d'élevage, mais on peut les attraper aussi sans être en contact avec ces animaux, simplement en allant se baigner à la rivière après les fortes pluies, qui auront drainé des sols dans lesquels les animaux qui ont la bactérie pathogène auront uriné, ou simplement en allant faire une randonnée. Oui, voilà. À partir du moment où on a une blessure. Une blessure, et puis tu touches n'importe quoi, tu touches sans faire attention. Ouais. Une main qui n'est pas lavée, puis qu'après, bon, ben, t'as faim, tu prends un bout de pain, tu prends n'importe quoi. C'est vite fait. D'ailleurs, tous les cas qu'on a eus, ça vient de la culture, hein. C'est pas dans les maisons. Oui, on a mis les mains dans la terre Ils étaient en train de sans travailler. mettre de gants. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà.
Le maître mot, c'est vraiment la vigilance, hein, Jean-Charles. Oui. Les précautions à prendre. Ouais. Mais bon, tu sais, en brousse, c'est pas les gants, c'est pas notre spécialité. Ouais. Bon, le grand message, c'est quand même de dire si De on faire veut attention. préserver notre santé, il faut aussi préserver la santé de nos animaux, la bonne santé de notre environnement et ne jamais baisser notre vigilance. C'est ça en fait. Notre bien-être, mais plus encore notre survie, dépend de la bonne santé de notre environnement. La nature tout autour de nous est donc comme une sorte d'assurance-vie dont nous ne pouvons pas nous passer. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? Allons retrouver notre expert conservation du WWF, Hubert Géraud, ici dans le parc Georges Brunelé à Lansvata, un véritable poumon vert en pleine ville. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Comment est-ce qu'une ONG comme le WWF considère le lien entre la santé humaine et la santé environnementale? C'est un des aspects fondamentaux de notre vision du monde. Toutes les vies sur la planète sont liées et donc notre bien-être comme notre prospérité économique dépendent beaucoup plus qu'on ne le pense de la santé environnementale. Rappelle-toi la Covid il y a quelques années. Elle nous a montré quoi? Elle nous a montré que la destruction de la nature était un moteur de développement des zoonoses, donc de ces pandémies. Et donc, elle nous a fait prendre conscience de la dimension potentiellement planétaire de ces zoonoses et que ce n'était pas que chez les autres, ça pouvait très bien nous arriver à nous aussi. On a en effet été très marqués par l'effet de cette crise sanitaire, y compris ici en Nouvelle-Calédonie, avec une économie à l'arrêt, un confinement massif, etc. Mais est-ce que cette pandémie n'est pas l'arbre qui cache la forêt, Hubert? Elle peut l'être parce qu'on a en fait concentré notre regard sur la Covid, parce qu'elle nous touchait, mais d'après l'OMS, on est à plus de 200 pandémies différentes à travers la planète. Et ça, on n'a pas vraiment conscience de cet impact, et beaucoup sont liés à la destruction de l'environnement. Comme par exemple la bilharziose. La bilharziose, c'est 120 millions de personnes touchées chaque année et c'est promu par l'irrigation et le développement des barrages. Le paludisme, c'est plus de 300 millions de personnes touchées et 400 000 morts par an. Tu as la rage, on pensait que c'était une maladie du Moyen-Âge. Il y a toujours 35 000 personnes qui meurent chaque année et c'est favorisé par l'exploitation forestière et minière. Donc en fait, on a aujourd'hui encore beaucoup de pandémies à travers le monde. Et d'autre part, il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais eu un risque aussi important de zoonoses émergentes, c'est-à-dire ces nouvelles pandémies. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde mondialisé qui va de plus en plus vite en termes de circulation des marchandises et des personnes, et tout ça dans un environnement planétaire de plus en plus dégradé. L'un avec l'autre, c'est la bombe à retardement. Oui, donc vraiment, les écosystèmes dans leur état naturel, c'est une véritable assurance-vie pour l'humanité. Alors pour cela, est-ce qu'on n'a pas intérêt à investir dans la compréhension de la nature pour ainsi aller piocher des solutions qu'elle nous propose? C'est la voie qu'il nous faut prendre, et je vais te l'illustrer par un cas concret qui devrait parler aux Calédoniens et encore plus aux Nouméens. Est-ce que tu te souviens des épidémies de dengue qu'on a connues Oui, bien sûr. Est-ce que tu en entends parler ces dernières années? Ah non, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas entendu parler, effectivement. Eh bien, suis-moi, je vais te raconter une petite histoire. D'accord. C'est l'histoire d'un programme qui a été monté par l'Institut Pasteur, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'Université Monash d'Australie, financé par la province Sud, l'État et le Fonds Pacifique. C'est le programme World Mosquito Programme. Oui, en effet, il consistait à relâcher dans la nature des moustiques qu'on appelle les moustiques tigres ou l'Aedes aegypti. D'accord, qui sont reconnus pour être des vecteurs de la dengue, du Zika ou encore du chikungunya, et après leur avoir inoculé la bactérie Wolbachia. Et oui, et cette bactérie, Wolbachia, elle est naturellement présente chez les insectes. 60% des insectes qui t'entourent ont en eux cette bactérie, mais qui est complètement inoffensive pour l'homme. Par contre, cette bactérie va bloquer
la transmission du virus. Donc le moustique ne peut plus diffuser la maladie. Et le programme en a relâché, grâce à ces boîtes, 12 millions sur Nouméa. Ces boîtes qu'on a vues un petit peu partout dans les quartiers de Nouméa, y compris dans les parcs, Oui. comme celui-ci. Donc désormais à Nouméa, mais également depuis peu à Dimbéa et au Mont d'Or, eh bien, les moustiques que nous avons, qui sont porteurs de cette bactérie, ne transmettent plus ni la dengue, ni le Zika, ni le chikungunya. Exactement, une solution naturelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre effet domino. C'est-à-dire que c'est super, on n'a plus la dengue, et puis aussi, on n'a plus les épandages massifs de pesticides qui étaient nocifs pour notre santé et celle de nos enfants. On balançait de la deltamétrine partout dans les rues de Nouméa. Ça, c'est complètement fini. Donc ça, c'est un point aussi positif pour notre santé. Et au-delà de ça, je suis nouméen, mais je suis aussi naturaliste. Et qu'est-ce que j'ai vu ces dernières années? Le retour de la nature dans la ville. Je vois de plus en plus de papillons sur les fleurs dans mon quartier. Et je vois également, puisque je suis branché oiseaux, de plus en plus d'oiseaux comme les échenilleurs calédoniens, les martins chasseurs, les hirondelles busières, qui sont des oiseaux qui consomment les insectes. Alors tu viens de nous raconter une très belle histoire, Hubert, qui illustre parfaitement le concept One Health, une seule santé. Respecter l'environnement, c'est aussi se respecter. Et comme le disait le médecin David Servan-Schreiber, on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Et je voudrais faire un parallèle avec tes propres propos, Hubert, quand tu dis « avec la nature, faisons gagnant-gagnant ». Gagnant-gagnant. Merci Hubert. Merci Elisabeth. Merci à toute l'équipe qui a participé à ce tournage, à la réalisatrice Maï Lefloc-Mohen, et puis à ceux qui ont fait les images, donc Maï, Benjamin Lucas également, et puis au monteur, Jérôme Baudnès, parce que c'est tout le travail d'une équipe. Donc ça, c'est l'équipe technique. Et puis merci au Cressica, à l'Institut Pasteur, et puis à toutes les personnes qui ont participé au SIVM Sud, à la DAS, enfin bref, tous les gens qui vont venir me rejoindre maintenant à la chaire, à commencer par Hubert Géraud, donc du WWF, Roman Thibault de l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, Anne von Stiel, médecin à la DAS, Stéphane Chabot, infirmier à la DAS. Alors, je crois que notre équipe du SIVM Sud n'est pas arrivée. Angelina Lacrose n'est pas là. Bon, j'espère que l'équipe du SIVM n'a pas eu de soucis sur la route. Ils vont peut-être arriver un petit peu en retard. On devait également avoir Jean-Charles Moguia avec nous, l'éleveur. Ils devaient venir ensemble, mais c'est pas grave. On a également en visio, on a un vétérinaire qui est avec nous, mais on a aussi Coralie Luciès, donc qui est responsable du pôle biosécurité au CIVAP, qui va nous rejoindre. Et c'est Laurent Fabre, qui lui est vétérinaire rural, et il se trouve à Koumak. Donc ça va être intéressant d'avoir quelqu'un qui est sur le terrain, qui travaille au contact des éleveurs, pour nous parler, nous faire un petit peu un retour. Alors, il est toujours là, Laurent ? Il est connecté, mais on ne le voit pas. Alors bon, en attendant que tout ça se mette en place, on a également dans la salle Nadège Rossi, qui est chef du projet World Mosquito Programme, dont on a parlé à la fin avec Hubert sur la dengue. Et donc, elle pourra, alors, si elle le souhaite, elle peut nous rejoindre à la chaire, parce que du coup, il y a une petite place de libre. Voilà, ça tombe bien. Et... hop, et puis on va pouvoir commencer. Alors, ça aurait été une question à poser justement
aux vétérinaires, à nos 2 vétérinaires, puisque Coralie est nos 3 du coup vétérinaires, non, nos 2 vétérinaires, pardon, est aussi vétérinaire. Dans l'épisode, Jean-Yves du SIVM parle des retours qu'il a sur la leptospirose. Il dit que ça nous vient beaucoup du monde agricole. J'aurais voulu justement avoir peut-être le témoignage. Alors peut-être Coralie, vous pouvez nous faire une petite réponse là-dessus, mais aussi d'avoir le témoignage du vétérinaire qui est à Koumak. Alors, vous avez des micros qu'il faut allumer. Voilà, vous en avez un pour 2. Alors, juste une petite information du CIRAD que j'ai trouvé récemment. Près de 50% des zoonoses qui ont fait leur apparition depuis les années 1940 sont associées à l'agriculture. Et puis là, on fait aussi un lien avec la leptospirose et l'agriculture. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Coralie? Ah, je crois qu'il n'est pas allumé, votre micro. Puis, il faut l'amener assez près. C'est bon là? Oui. Voilà, parfait. Donc de façon générale, effectivement, vous l'avez rappelé en introduction, 60% des maladies humaines, enfin des pathogènes qui vont toucher l'homme sont d'origine animale. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et au niveau du service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de la DAVAR, nous avons un grand rôle dans l'épidémiosurveillance du territoire, donc pour la santé animale. Et une grande partie des maladies que l'on surveille avec attention, sont des zoonoses, effectivement. Donc les leptospiroses en font partie. C'est une maladie qui est à déclaration obligatoire en Nouvelle-Calédonie. Il y a une liste de maladies à déclaration obligatoire qui est fixée par arrêté. Donc une partie qui sont absentes de Nouvelle-Calédonie, qu'on classe en catégorie 1, et que si elles sont introduites, on va tenter de les éradiquer. Et une partie qui est déjà présente en Nouvelle-Calédonie, mais sur lesquelles on a tout intérêt à avoir de l'information, qui sont donc classées en catégorie 2, dont fait partie la leptospirose, et pour laquelle les vétérinaires qui vont recenser des cas au niveau des populations, donc principalement chiens, chats, mais également bovins, chevaux, etc., donc animaux d'élevage, vont nous faire la déclaration des cas. Alors c'est malheureusement sous-déclaré, mais on a à minimum une quinzaine de cas par an qui nous sont déclarés, et on transmet l'information au service de la DAS pour qu'ils puissent ensuite prendre le relais auprès des propriétaires et leur signaler le danger que cela représente. Très bien, merci Coralie. Alors, on n'a toujours pas Laurent en ligne? Ah, ok, on essaie de l'avoir. On est désolé, mais parfois la connexion elle est assez instable. Donc ça, on n'a pas beaucoup de maîtrise là-dessus. Alors, quelles sont les zoonoses qui sont à craindre actuellement en Nouvelle-Calédonie, mais qui ne sont pas encore, encore présentes, mais quelles sont celles sur lesquelles vous avez une veille particulière? Alors, il y en a plusieurs, mais celle à laquelle on pense en particulier à l'heure actuelle, c'est la grippe aviaire. C'est vraiment la menace principale au niveau de la zone Asie-Pacifique, notamment, puisqu'on a de très nombreux pays qui sont touchés. Et en plus, on ne maîtrise pas totalement son éventuelle introduction, puisque une grande partie est transportée par les oiseaux migrateurs. Et que même si la Nouvelle-Calédonie n'est pas une grande terre de migration, on a quand même des passages d'oiseaux migrateurs, et on pourrait tout à fait avoir des oiseaux malades qui arriveraient en Nouvelle-Calédonie et qui contamineraient nos populations locales. À l'heure actuelle, l'Organisation mondiale de la santé animale alerte les pays membres, donc à savoir que la Nouvelle-Calédonie est membre de cette organisation depuis 1949. Donc il y a tout un travail à ce sujet sur cette maladie qui, à l'heure actuelle, on observe une vraie modification de son épidémiologie, en fait, avec une mortalité beaucoup plus importante sur les animaux sauvages, sur les oiseaux sauvages, et plusieurs cas de mammifères également sauvages qui sont touchés, donc avec un risque important de passage à l'homme, plus important que les années précédentes. Donc c'est vraiment une zoonose qu'on surveille avec beaucoup d'attention. Et qu'en est-il de la rage ? Alors la rage est également sous haute surveillance. Disons que le risque est plus maîtrisé, on va dire, pour la rage, puisque son introduction en Nouvelle-Calédonie se ferait principalement par le biais d'introduction de carnivores domestiques. C'est le rôle du CIVAP de surveiller avec attention ces importations et de faire en sorte, lorsque nous avons des propriétaires qui souhaitent faire venir leurs animaux en Nouvelle-Calédonie, de faire en sorte que toutes les conditions soient respectées pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs de cette maladie.
On n'est jamais à l'abri d'une introduction frauduleuse d'un carnivore qui pourrait venir d'un pays contaminé, mais cela reste moins risqué que la grippe aviaire sur laquelle on n'a vraiment pas toute la maîtrise. Justement, Hubert, je crois que tu as une question sur ce sujet-là. Oui, sur la grippe aviaire. Donc, en effet, on n'est pas sur le couloir migratoire principal des oiseaux de l'hémisphère nord, mais il y en a quand même à passer, des limicoles, entre autres, des oiseaux de bord de mer. Est-ce qu'il y a déjà des cas de grippe aviaire constatés sur l'archipel de petits pays de la région océanienne, ou c'est seulement sur la partie continentale où la majorité des limicoles passent que le problème se pose, où on a déjà quand même des warnings sur des petits pays océaniens qui pourraient présager que ça va finir par nous arriver? Alors, à l'heure actuelle, les vraies épidémies de grippe aviaire hautement pathogènes, c'est celles qui nous intéressent, sont vraiment limitées aux pays asiatiques principalement, et on n'a pas encore de cas déclarés dans les petits pays du Pacifique. Par contre, là où on est très vigilant, c'est qu'on a régulièrement des cas de grippe aviaire faiblement pathogène, par exemple en Australie, ça arrive en Australie, et ce sont des virus qui pourraient facilement muter et devenir hautement pathogènes. Donc, il est très important de faire des surveillances spécifiques sur les oiseaux sauvages en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour ça, on a un partenariat avec la Société calédonienne d'ornithologie qui nous a transmis justement les voies migratoires et qui assure une surveillance sur tous les foyers de mortalité anormaux, par exemple. Donc, quand ils retrouvent des oiseaux morts ou des choses comme ça, ils nous alertent. Je vous donne l'exemple des pétrels régulièrement qui viennent s'échouer ou des choses comme ça. L'année dernière, par exemple, on a mis en place un suivi de ces animaux qui étaient amenés chez les vétérinaires, qui faisaient l'objet d'un prélèvement cloacal pour analyse au laboratoire de la Davare, au laboratoire vétérinaire de la Davare, pour détecter une éventuelle grippe aviaire. Et tous les résultats, je croise les doigts, ont été négatifs jusqu'ici. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'entre-temps, on a réussi à avoir notre vétérinaire de Koumak, Laurent Fabre? Ah, bonsoir Laurent, vous nous entendez? Apparemment, non. Vous êtes un peu figé. Bonsoir Laurent, vous nous entendez? Non, vous ne nous entendez pas. Alors, on a un petit problème de son. La visio, c'est voilà, très aléatoire. Le mois dernier, ça marchait très bien avec Hervé Jourdan, qui était à Marseille. Mais ce soir, avec Laurent Fabre à Koumak, ça ne marche pas. Allez comprendre pourquoi. Laurent, on est vraiment désolé. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on peut non l'avoir au téléphone? Ouais, ok, on va réessayer. Bon, tant pis, on reviendra sur le sujet avec Laurent plus tard, mais peut-être que d'ores et déjà, vous avez des questions dans le public? Pas encore? Alors revenons sur la leptospirose, Roman. Donc on a vu donc ton programme, enfin votre programme de recherche sur ce sujet-là. Quand est-ce que vous l'aurez terminé, que vous aurez vraiment des données précises sur les types de sols où subsistent les leptospires? Écoute Elisabeth, c'est un projet qui a commencé il y a déjà 3 ans et qui devrait se poursuivre encore jusqu'à juillet de l'année prochaine. Donc là, on a encore quelques sols à prélever. On a déjà presque une centaine de sols qui ont été prélevés sur toute la Calédonie. On est encore dans des étapes d'analyse et d'exploitation de ces données. Donc je pense qu'il va nous falloir encore une grosse année pour qu'on ait une idée assez plus claire en tout cas de ce risque lié à la physico-chimie des sols. D'accord. Ouais, donc 2024. 2024, on pourra commencer à publier et puis à diffuser ces informations. D'accord, bah écoutez, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu l'épisode empreinte sur le sujet What Else avec un focus sur la leptospirose? Non, non plus. D'accord, très bien. Ben, c'est pas grave. En fait, on a abordé le sujet au travers d'un programme de recherche que mène l'Institut Pasteur. Et puis, on a fait un sujet de terrain avec le SIVM Sud. Dans lequel donc Jean-Yves, l'agent du SIVM, nous dit que les principaux cas qui sont remontés dans sa région sont d'origine agricole, sont souvent des agriculteurs qui déclarent ces cas. Anne, peut-être vous allez le confirmer. Et donc on voulait avoir un petit peu votre retour, vous qui êtes un vétérinaire rural qui travaille dans le Grand Nord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça?
Alors, vraiment, j'entends très mal. Alors, vous allez me dire si j'ai bien compris. Vous parlez là des zoonoses, c'est ça que dont je pourrais rencontrer tous les jours dans le Nord, c'est ça? Oui. Alors, on parlait aussi de la leptospirose, mais effectivement, des zoonoses en général en Calédonie et particulièrement dans la région où vous travaillez. Donc, et vous m'entendez bien par contre? Oui, on vous entend très très bien. D'accord, ok. Donc, bon, juste pour rebondir sur la leptospirose, bon, nous, voilà, bon, moi, pour me présenter, effectivement, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit avant. Donc, moi, je suis vétérinaire de Koumak et aussi président des vétérinaires ruraux de Calédonie. Tous les jours, on est confronté, oui, aux zoonoses et donc d'abord la leptospirose à travers les cas donc, canins, mais aussi sur les vaches, où j'en ai beaucoup. J'ai des cas avérés de zoonose transmise, de leptospirose transmise par les bovins. On n'a jamais vraiment établi le lien de façon sûre. Par contre, c'est vrai que c'est indéniable que j'ai eu beaucoup d'éleveurs qui ont contracté la leptospirose et dont les animaux, donc en tout cas les vaches, ont eu la leptospirose aussi. Des cas de leptospirose canin et des cas de leptospirose bovin, j'en ai de plus en plus. C'est vraiment une pathologie qui est plutôt en augmentation. Voilà, on est souvent confronté et donc bon, pour rebondir sur les liens avec l'aspect humain, bien sûr que nous, dans notre pratique de tous les jours, quand on rencontre ces cas-là et que nous on soigne les animaux, on informe toujours les propriétaires du risque potentiel qu'il peut y avoir que ces animaux peuvent donc le transmettre, quoi, hein. Donc ça, c'est un truc qu'on fait tous les jours, quoi. D'accord, très bien. Oui, allez-y. Non, j'ai juste que il y a d'autres zoonoses aussi, hein, dont on voit. Alors, zoonoses, c'est des maladies qui peuvent être transmises aux hommes, mais quand on n'a pas encore sur le territoire. Mais juste, voilà, j'ai pas entendu les débats d'avant, je suis encore désolé. Donc, juste pour ajouter un petit truc là-dessus, donc on parlait de la leptospirose. Nous, en tant que vétérinaires de terrain, on est aussi des sortes de sentinelles. En fait, on surveille un peu toutes les maladies qui pourraient venir et qui pourraient être donc des zoonoses, hein. On a eu cette période de grosse alerte de grippe aviaire et en tant que vétérinaire de terrain, on a intervenu sur tous les foyers de mortalité qui étaient suspects, que ce soit pour des grosses mortalités sur les oiseaux ou des fois sur d'autres grosses mortalités d'animaux. Et on va toujours essayer de trouver la cause de ces maladies-là. Bon, bien sûr pour but thérapeutique, mais aussi pour voir si ça pourrait pas être de nouvelles maladies ou des zoonoses potentielles. Voilà, je veux juste rajouter ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Laurent. Vous restez avec nous. Est-ce que vous avez des questions dans la salle déjà? Non? Toujours pas? Est-ce que Anne, tu souhaites rebondir sur ce que Laurent vient de dire concernant la leptospirose et le lien justement avec l'humain? Toutes les déclarations, par exemple, que vous avez de cette maladie, est-ce que le plus gros pourcentage, effectivement, provient bien du monde agricole et quel est ce pourcentage d'ailleurs? Est-ce qu'on a des chiffres précis? Donc la plupart des déclarations nous viennent soit du laboratoire, enfin pour les cas humains, soit du laboratoire, soit des médecins directement, donc par les fiches de déclaration obligatoire. Et parfois on a effectivement quelques déclarations de cas animaux domestiques par les vétérinaires. Mais après, on essaye à chaque fois, on rappelle les gens pour essayer de trouver le mode d'infection, par quel animal, si c'est dû au métier, si c'est dû à une activité quelconque, pour essayer de retrouver le mode de contamination. Mais la plupart des gens, effectivement, c'est soit des agriculteurs, des éleveurs, mais ça aussi des gens qui ont des petits élevages de porcs ou qui font un peu d'agriculture chez eux, en mode tribal. Donc après, c'est très difficile de revenir, de trouver vraiment l'infection initiale. Donc, parce que souvent, il y a plusieurs facteurs de risque. Les gens ont marché pieds nus, sont baignés à la rivière, ont plusieurs animaux d'élevage. Bon, il y a des rats autour de toutes les habitations. Donc après, c'est difficile de retrouver le coupable.
Oui, Stéphane. Ah, pour éteindre le micro. Je pensais que tu voulais ajouter quelque chose. Tu as une question, Hubert? Non. Ok. Oui, on a une question en haut dans la salle. Donc, vous avez les ambassadrices d'université qui vont vous faire passer les micros dans la salle. Bonsoir. Alors, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci, merci pour cette proposition ce soir. Et j'avais juste une question concernant la présence des rats. J'imagine que certainement les rats sur l'île sont liés au premier contact avec les Européens. Et y a-t-il des programmes d'éradication du rat qui, a priori, sur la Grande Terre, n'a pas vraiment sa place, du moins n'était pas présent à l'origine? Voilà. Merci. Alors, dans quel ordre on commence les réponses? Concernant les programmes d'éradication de la présence des rats, Stéphane? Non. Allô, vous m'entendez? Oui. Alors, c'est sous le couvert de l'un de mes amis entomologues qui m'avait dit qu'il y avait 3 grandes espèces de rats sur le territoire, le rat polynésien, le rat noir, et je ne me rappelle plus le dernier, effectivement, qui sont bien sûr des compagnons de navigation, hein, donc avec les déplacements des populations humaines. Mais il ne faut pas seulement se concentrer uniquement sur le rat, hein, parce qu'il ne faut pas omettre le fait que tout mammifère peut transmettre justement la maladie. Et souvent, je le rappelle aux personnes que j'investigue, c'est surtout de se méfier, c'est à partir du moment où on fréquente une zone où il y a énormément d'animaux en divagation, donc soit des chevaux, du bétail ou autre, il y a d'autant plus de risques justement d'être exposé à cette maladie. Donc c'est pour ça que je le rappelle surtout de faire particulièrement attention donc à ces zones, mais également bien sûr au rat qui lui est un porteur sain donc de la maladie. Donc au maximum d'essayer de les éradiquer, mais il me semble, hein, je parle toujours sous le couvert que le rat est un animal qui est très craintif, qui est très bien adapté dans son environnement. Donc plus il y aura de nourriture à disposition, plus il aura tendance à se reproduire. Donc il est important, tout du moins, je ne pense pas qu'il serait éventuellement possible d'éradiquer le rat, mais tout du moins de limiter la population. C'est comme pour la dengue. Au niveau du moustique, donc ils sont très compétents, l'Aedes aegypti en l'occurrence, parce qu'il aura tendance à fragmenter ses pontes. Donc même si on met par exemple un bac à poissons, on éliminera une partie des larves, mais pas l'essentiel. Tout ce qu'on peut espérer, c'est réduire la population au maximum pour éviter qu'elle soit un problème. Donc c'est surtout une question voilà, de prendre des mesures au niveau de l'alimentation, quoi. Si on range bien tout dans des bacs, qu'il n'y a rien à profusion, et surtout de nettoyer autour de son habitation, parce que le rat est un animal craintif, donc il aura d'autant plus d'hésitation à aller jusqu'à votre habitation si c'est vraiment propre. Si par contre il y a de hautes herbes, il aura tendance à se faufiler. Voilà. Merci Stéphane. Peut-être juste en complément pour vous répondre. Donc en effet, hein, je rejoins Stéphane, il n'y a pas de programme d'éradication des rats, sauf sur des îlots lagonaires et voire en dehors, dans la mer de Corail, dans le parc, pour éradiquer les rats sur des surfaces réduites où ils n'ont pas la capacité après de revenir, et ce, afin de préserver les colonies d'oiseaux marins. Donc ce n'est pas dans une optique sanitaire. Ça marche très bien. Surprise, il n'y a plus de rats, par exemple, entre Casteau, et il y a des programmes, la province Nord est en train de travailler sur des îlots pour les colonies d'oiseaux marins du Nord-Ouest, mais ce n'est pas possible. On peut contrôler les populations un peu sur la Grande Terre, mais c'est impossible avec ces 3 espèces de rats maintenant qui sont sur la totalité, jusque dans les mangroves et au sommet des montagnes. Vous avez maintenant des populations de rats bien établies. Ouais. Excusez-moi, je voulais juste rajouter que, par contre, toutes les communes, effectivement, ont un service d'ératisation qui vont cibler tout du moins des points d'activité, donc au niveau des restaurations ou autres, où ils vont essayer justement de mettre des dispositifs pour réguler la population, quoi. Mais après, au niveau des habitations du tout à chacun, effectivement, là, on ne peut pas intervenir. C'est à tout le monde de prendre ses responsabilités, de prendre des mesures pour éviter justement d'être infesté de rats.
Oui, alors c'est bien de rappeler, on l'a beaucoup dit dans l'émission, tu l'as rappelé, Laurent, donc le vétérinaire de Coumac, l'a rappelé aussi, hein, il y a pas que le rat, tous les mammifères sont porteurs asymptomatiques et chacun avec leur variété, on va dire, de leptospire. Le chien est aussi un porteur et c'est le seul pour lequel il existe un vaccin. Il y a un vaccin contre la leptospirose pour les chiens. Vous allez dans toutes les cliniques vétérinaires, il y a un panneau à l'entrée à Nouméa où c'est précisé pensez à vacciner votre chien. Donc effectivement, on pense qu'au rat, on a toujours beaucoup communiqué là-dessus, mais il n'y a pas que le rat. On peut attraper la leptospirose en allant faire une balade à cheval, par exemple. Donc les chevaux sont des porteurs également. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je le dis précisément, on ne pourra pas éradiquer cette maladie. Il faut être vigilant à partir du moment où on va dans la nature, on sait qu'il y a un risque, ben, il faut qu'on soit vigilant. Oui, Coralie. Je rajoute juste, et Laurent pourra peut-être compléter si besoin, que en fait, les vaccins existent chez plusieurs espèces. Le chien, les bovins, les porcs, par exemple, qui sont des espèces d'élevage dans lesquelles ces maladies peuvent vraiment faire du dégât. Donc c'est vraiment important de les vacciner et on importe ces vaccins sur le territoire et ils sont pratiqués par les vétérinaires sur le territoire. Alors Laurent, vous êtes revenu. Vous confirmez donc on vaccine également les bovins, les porcs contre Oui, la leptospirose. Oui, c'est ce que je voulais rajouter, si vous m'entendez. Donc effectivement, on vaccine beaucoup contre les leptospires, donc des chiens, hein, bien sûr, sachant que ce que je préviens à chaque fois, sachant que malheureusement, ce n'est pas exhaustif. Vous l'avez dit, je pense, que je n'ai pas entendu, mais on ne vaccine que contre certains types de leptospirose. Malheureusement, les chiens peuvent en attraper beaucoup d'autres qu'on n'a pas dans les vaccins. On vaccine vraiment sur les formes qu'on a le plus souvent et normalement les plus pathogènes. Ouais, par contre, on vaccine aussi énormément sur les leptospires bovines. Donc les vaccins bovins se font très couramment. Il n'y a pas la même pathologie sur les bovins, ça fait surtout des problèmes de reproduction, des avortements. Moi et nous, les vétérinaires ruraux, on a principe à dire que le vaccin des vaches doit être fait systématiquement parce que le coût du vaccin est remboursé presque automatiquement. Dès que le coût de perte d'un veau remboursera le vaccin de tout le troupeau. Et la leptospirose est tellement présente dans le territoire que c'est vrai que je conseille de vacciner la leptospirose, même si on est dans le troupeau, c'est un nouveau troupeau, on ne sait pas s'il y a des leptospires qui circulent, le conseil est de le faire. Les porcs, alors là c'est différent, on ne fait pas en systématique, on le fait quand il peut y avoir présence de rongeurs dans l'élevage, voilà, que c'est pas le risque rongeur n'est pas 100% maîtrisé. On conseille de vacciner contre la leptospirose. Et là aussi, c'est plus pour les avortements et il peut y avoir quand même quelques mortalités liées à la leptospirose. Voilà. C'est sur ces espèces-là qu'on vaccine le plus. Le cheval, il n'y a pas de vaccin connu, en tout cas, on n'en pratique pas. On a quelques pathologies de leptospirose qui fait des fièvres, des atteintes oculaires, mais rarement de la mortalité sur les chevaux. Par contre, des avortements comme chez les bovins. Merci beaucoup, Laurent, pour ces précisions. Des questions? Oui, monsieur. On en a une ici et ensuite ici. Ah, il faut attendre que... Bonjour et merci à tous. J'aurais une petite question en fait pour l'Assemblée. Déjà, merci pour votre présentation. C'est très rassurant de savoir que chacun dans vos spécialités, santé animale, humaine, en santé environnementale, vous cherchez et vous essayez de mettre en place des réseaux de surveillance. Mais globalement, pour revenir sur l'approche One Health, je voudrais savoir si en Calédonie, il y avait un espace dédié pour que vous puissiez tous ensemble échanger sur le sujet, au-delà des questions, simplement au-delà des échanges bilatéraux que certains services peuvent avoir avec les autres. Est-ce que vous avez des espaces dédiés? Et est-ce que, comme l'a préconisé l'OMS ou encore le président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques années de ça, des réseaux dédiés
des espaces d'échange dédiés à l'approche One Health ont été montés en Nouvelle-Calédonie, voire à l'international, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, la coopération internationale sur ce sujet est très importante, puisque à l'heure de la mondialisation, tout circule. Oui, allez-y, Coralie. Alors donc effectivement, c'est depuis 2022 qu'il y a l'alliance quadripartite entre l'OMS, l'OMSA, la FAO, donc la Food Agriculture Organization, et donc l'UNEP, qui est donc l'organisme de l'ONU pour l'environnement. Avant cette quadripartite, c'était l'OMSA, l'OMS et la FAO qui étaient ensemble pour justement travailler sur ce nouveau concept One Health et justement faire en sorte que les différents acteurs puissent échanger leurs données, échanger les informations, concevoir ensemble les plans d'intervention, notamment en cas d'introduction de zoonoses, que ces plans soient conçus conjointement et que tout soit pris en compte, à la fois la santé animale, la santé humaine, voire la santé environnementale en fonction des cas. Donc en Nouvelle-Calédonie, comme je disais, on est membre à part entière de l'OMSA. On est également membre de l'OMS via la France. Et donc on suit avec attention les recommandations de ces organisations pour justement travailler de cette façon. Alors, on n'a pas forcément de plateforme formalisée sur laquelle on va pouvoir échanger avec la DAS notamment. Mais par contre, on a mis en place à notre petite échelle, par exemple, un drive sur Internet dans lequel on échange nos informations. On a un chat également par notre réseau gouvernement Gmail, donc le chat Gmail, hein, c'est tout bête, mais sur lequel on échange en permanence des informations en fonction des informations au niveau international qu'on va obtenir. Et ben, on dit attention, voilà ce qui se passe, à la fois des zoonoses avec des cas humains, par exemple pour la grippe aviaire. Régulièrement, on transmet des choses à la DAS et la DAS nous transmet des informations. On échange également avec les provinces pour la partie environnement, justement pour les intégrer. On a beaucoup d'ateliers de travail qui sont développés justement, notamment par l'OMSA, puisque c'est la partie que je vais maîtriser le mieux, pour lesquels ils nous demandent de mobiliser nos réseaux One Health. Et donc, on va justement faire intervenir nos collègues de la DAS, nos collègues des provinces, pour qu'on puisse tous entendre les mêmes interventions, les mêmes interventions et travailler ensemble. Et le dernier exemple en date, c'est le travail actuel que nous avons sur le plan grippe aviaire, avec nos collègues de la DAS, pour lequel on essaye de le mettre à jour. Il existe déjà, mais voilà, de le mettre à jour en prenant bien en compte toutes les dimensions, que ce soit animal, humain et environnemental. Oui, vas-y. Coralie, un complément de question. Est-ce que vos réseaux sont connectés avec les réseaux régionaux du PROE et de la CPS, qui abordent soit les questions environnementales côté PROE, soit les questions environnementales santé aussi côté CPS? Alors oui, tout à fait. Au niveau de l'OMSA, notamment, il y a toute une... Alors, au niveau de l'OMSA, donc, il y a 183 pays membres à l'heure actuelle, et la plupart des petits pays du Pacifique ne sont pas membres à part entière. Donc, l'OMSA a un partenariat spécifique avec la CPS pour justement intégrer ces pays dans le système de déclaration et de surveillance internationale, pour qu'on puisse avoir leurs informations. Donc, la Nouvelle-Calédonie fait à la fois partie du réseau OMSA et du réseau CPS. Donc on est en lien avec tous ces petits pays, au même titre que la DAS via l'OMS. Donc il y a des séminaires qui sont organisés à la fois au niveau santé humaine ou au niveau santé animale, justement avec tous ces pays pour avoir toutes les informations qui nous concernent au plus près dans la zone Pacifique. Merci. Alors on a une autre question ici. Bonsoir et merci. Il me venait une question, alors je ne suis pas un spécialiste de la zoonose. Il y a un peu moins de 20 ans sur Bourail, lors de la réhabilitation d'un bâtiment qui était fermé depuis des années, il y a eu une intoxication, je crois, des voies respiratoires par une colonie de chauves-souris ou de hirondelles, je ne me souviens plus trop. Et je me posais la question, je sais par exemple les loriquets, ils ont des maladies à l'état sauvage, qu'il n'y a pas sur les loriquets qu'on s'appelle d'élevage.
Il y a l'histoire des roussettes en Australie avec une certaine maladie qu'on n'a pas ici. Est-ce que toutes ces maladies sont référencées? Et si vous pouvez nous en dire plus à ce sujet. Merci. Alors, au niveau, donc, comme je le disais tout à l'heure, on a une liste de maladies à déclaration obligatoire. Cette liste de maladies à déclaration obligatoire, elle est basée sur la liste internationale de l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc, ce sont toutes les maladies d'importance qui peuvent avoir un impact à la fois économique, donc ça peut être des maladies qui ne touchent que l'animal, mais qui vont avoir un impact économique, et bien évidemment toutes les zoonoses d'importance. C'est-à-dire que dès que vous avez des maladies qui vont occasionner des signes cliniques graves sur l'homme et qui proviennent de l'animal, elles vont être listées. Donc nous, en tant que membres de cette organisation, on a l'obligation de reprendre l'ensemble des maladies pour les populations animales dont on dispose, pour les intégrer dans nos surveillances. Et en cas de détection, on est obligé de les déclarer à l'OMSA pour que l'ensemble des pays soient informés de la présence de cette maladie et puissent réagir en conséquence. Donc après, certaines maladies sont listées, d'autres non, mais celles qui sont vraiment importantes au niveau international, ils sont systématiquement. Et après, nous, on a rajouté au niveau Nouvelle-Calédonie des maladies spécifiques qui nous intéressent plus particulièrement. Vous parliez de la maladie des roussettes. Il y a par exemple le Nipah virus, qui est cette maladie, qui est une zoonose, effectivement, présente en Australie. Et en Nouvelle-Calédonie, on a encore des doutes à ce sujet. Oui, merci, Anne. Et je voulais rajouter juste que cette liste de maladies à déclaration obligatoire est remise à jour régulièrement et on peut insérer justement des maladies émergentes qui n'existaient pas. Et donc là, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire à la DAS, mais c'est fait régulièrement. Donc on est vigilant et également le laboratoire, notamment du CHC, s'adapte aussi pour avoir des réactifs, des tests pour toutes ces nouvelles maladies, pour pouvoir, si possible, réaliser les tests sur le territoire pour avoir des résultats plus rapidement. Quelque chose d'un peu positif, je voudrais revenir peut-être avec Nadège sur le côté dingue. On en est où aujourd'hui? Alors, j'ai partagé mon sentiment et puis ma vie de Nouméen dans le reportage. Comment ça évolue? Je sais que vous avez commencé dans d'autres communes. Et puis, une autre question liée à ça. Une fois qu'une population est majoritairement de moustiques Aedes est porteur majoritaire de la bactérie Wolbachia, comment naturellement la bactérie se développe, continue son travail, même si le programme s'arrêtait? Alors, merci déjà de m'avoir invité et merci à tous d'être venus ce soir. Donc, pour répondre à la question, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé le programme en Nouvelle-Calédonie en 2018. On a commencé les premiers lâchers de moustiques en 2019, en commençant par la commune de Nouméa. Donc, les lâchers, en général, ils durent 5 à 6 mois, pas plus longtemps. Et après, c'est vrai que la bactérie, en fait, elle se transmet de génération en génération, c'est-à-dire qu'une femelle moustique qui porte la bactérie va se reproduire avec un mâle et la descendance portera automatiquement la bactérie Wolbachia. C'est comme ça, en fait, qu'on peut que la bactérie s'installe au sein de la population de moustiques et perdure dans le temps, même si on ne fait plus de lâcher de moustiques. Aujourd'hui, on a des très bons résultats puisqu'on est à 89% de moustiques porteurs de Wolbachia à Nouméa. On a également étendu le programme effectivement à Dimbéa et au Mont d'Or, où là, on a environ 65-70% de moustiques qui portent désormais la bactérie Wolbachia. Et donc tout ça dure dans le temps et évolue et tend vers 100%. Alors évidemment, on a toujours des moustiques. Le programme ne vise pas à réduire la population de moustiques. Par contre, ces moustiques ne sont plus capables de transmettre la dengue, le Zika, le chikungunya. Et donc, on évite comme ça les épidémies. Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir 0 cas de dengue. Déjà parce que les gens voyagent et les gens reviennent parfois malades et porteurs de la dengue. On peut avoir une petite transmission parce qu'on n'aura jamais 100% de nos moustiques qui porteront la bactérie Wolbachia. Mais la transmission s'arrête très rapidement. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est on veut casser cette chaîne de transmission. Donc aujourd'hui, en 2023, on a recensé en Nouvelle-Calédonie 4 cas de dengue.
Donc c'est vraiment très peu. En 2022, on en avait recensé 2, si ma mémoire est bonne. Alors c'est aussi très peu. Par contre, il y a d'autres facteurs qui ont favorisé le fait de ne pas avoir beaucoup de cas dingues. Forcément, on a eu la fermeture des frontières avec la Covid. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, les nouvelles épidémies sont souvent déclenchées par des voyageurs qui arrivent malades et qui arrivent avec un nouveau sérotype de dengue. La dengue, on peut l'attraper 4 fois. Il y a 4 sérotypes différents de dengue. Et donc, c'est souvent avec des personnes qui arrivent de l'extérieur et avec un nouveau sérotype de dengue qu'on déclenche une nouvelle épidémie. Et forcément, le fait de fermer les frontières, ça nous protège de ces introductions. Donc, on a eu ça qui a favorisé le fait de ne pas avoir beaucoup de dengue. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, même si on a eu la Niña et donc des conditions finalement à risque, parce que beaucoup de moustiques dans l'environnement, on a eu aussi une période dans le Pacifique qui a été très calme. Donc, on a eu peu de voyageurs. Quand on a pu revoyager, il y a quand même eu peu de voyageurs qui sont revenus malades. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de doute sur l'efficacité de la méthode. Mais on attend, pour pouvoir évaluer correctement cette efficacité, on attend d'avoir toutes les conditions, on va dire, de pression forte par rapport à une éventuelle épidémie qui sont réunies, c'est-à-dire des épidémies autour de nous et puis des circulations qui redeviennent normales de la population. Donc, on verra au fur et à mesure du temps, mais ce programme-là a fait déjà ses preuves dans plein de pays différents. Et donc, on a quand même un peu plus de 10 ans maintenant de recul par rapport aux premiers pays qui ont mis ça en place, c'est-à-dire l'Australie. Voilà. Pardon, je me suis un petit peu étendue sur le, sur le sujet. Non, c'était super intéressant, mais il y avait la deuxième question qui était la progression naturelle. Oui, voilà, la progression naturelle. Alors, donc, la progression naturelle, elle va se faire au niveau de la population, mais au niveau de la zone où on a fait des lâchers de moustiques. Donc simplement par transmission, voilà, par reproduction et transmission à la descendance. Par contre, on n'aura pas de progression géographique. Pourquoi? Parce qu'Aedes aegypti, c'est un moustique qui se déplace peu. C'est un moustique feignant qui a un périmètre, enfin, un rayon de vol qui est assez faible, entre 50 et 100 mètres. Et donc, pour introduire cette bactérie dans la population de moustiques, on va nécessairement devoir passer par une phase de lâcher de moustiques dans la zone qu'on souhaite couvrir. Alors après, voilà, la progression naturelle, elle va être de l'ordre de 100-200 mètres maximum par an. Donc, malheureusement, on ne peut pas compter sur cette progression naturelle qui est très faible d'un point de vue géographique pour que ça s'étende naturellement sur l'ensemble du territoire. Et malheureusement, voilà, c'est pour ça que ça nous demande pas mal de travail à chaque fois et ça nous demande le fait de relancer des lâchers à chaque fois pour couvrir de nouvelles zones. Merci beaucoup, Nadège. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonsoir. Merci pour ce ciné-débat. C'était très intéressant. Pardon. Je ne sais pas si ça a été évoqué, mais il ne me semble pas. Ma question est plus axée médecine, mais une fois qu'on a contracté la leptospirose, est-ce qu'il existe de nos jours un moyen efficace pour traiter cette maladie? Et est-ce qu'il y a un facteur temps? Est-ce qu'on va, si on va plus rapidement chez le médecin, est-ce que c'est plus facile de traiter cette maladie ou autre? Merci. Anne. Rapprochez bien le micro. Donc effectivement, en fait, on peut traiter cette maladie par une prise d'antibiotiques, de la pénicilline. Le but, effectivement, c'est de prendre les traitements le plus tôt possible pour éviter les complications. Donc si on prend dans les 2-3 premiers jours, parce que ça peut évoluer vite, après ça évolue très vite quand les organes sont atteints, on peut éviter, on guérit sans être hospitalisé, enfin, sans signe grave de maladie. Donc après, effectivement, il existe aussi il faut savoir que la leptospire, il y a à peu près 230 sérotypes différents.
Donc quelqu'un qui va faire une fois la leptospirose va être immunisé pendant 1 an ou 2, mais après il pourra refaire une leptospirose. C'est pas immunisant à long terme. Et surtout, si on attrape un sérotype, on n'est pas protégé des autres. Donc il y a des gens qui font plusieurs fois la leptospirose dans leur vie. Et je voulais rebondir tout à l'heure, quand on parlait des vaccins pour les animaux, il y a un vaccin humain également. Mais le problème, c'est que ce vaccin va vous protéger uniquement pour les sérotypes ictéro-hémorragiques, ceux qui sont transmis par le rat, donc qui sont les plus graves, mais il n'y a pas que ce sérotype qui est grave. Et ce sérotype, dans les gens qui sont malades en Calédonie, ça représente, suivant les années, entre 40 à 60% des cas. Donc c'est un vaccin en plus où il faut des rappels tous les 2 ans. Donc c'est difficile que les gens ne vont pas forcément se vacciner tous les 2 ans. À savoir que c'est un vaccin qu'on va proposer plutôt aux professionnels qui travaillent dans les boucheries, les abattoirs, les voiries, etc. Comme en métropole où c'est une maladie vraiment professionnelle. Ici, tout le monde est à risque de cette maladie, donc pour bien faire, il faudrait vacciner tout le monde. Mais on ne l'a pas mis dans notre programme de vaccination. C'est vraiment le médecin du travail qui va proposer cette vaccination aux personnes à risque du fait de la profession, parce qu'on ne voudrait pas que les gens se sentent faussement protégés par ce vaccin, alors que ça ne protégerait que 50% des cas. Donc c'est un vaccin vraiment qu'on ne propose pas systématiquement. Mais par contre, voilà, nous, notre but, c'est que les gens qui prennent un risque d'exposition, que ce soit par des activités professionnelles ou de loisirs, hein, puisqu'on peut se contaminer dans la nature, ou par des animaux, prennent conscience qu'ils ont pris un risque, hein, ou des baignades après des fortes pluies dans des eaux stagnantes, dans des rivières, etc. C'est que quand ils ont des apparitions de signes quelques semaines après, qu'ils pensent qu'ils ont pris des risques et qu'ils aillent rapidement chez le médecin se consulter, qu'ils n'attendent pas que ça guérisse tout seul, parce que c'est vrai qu'au début, les signes sont un peu insignifiants, mais ça peut évoluer très vite. Donc il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'ils ont pris un risque et qu'ils aillent consulter rapidement en cas d'apparition de signes cliniques. Surtout que maintenant, comme nous a dit Nadège, il n'y a presque plus de cas de dingue, donc il faut avoir le réflexe que c'est peut-être plutôt de la leptospirose. Oui, puis là c'est autrement plus grave. Donc, il faut dire que tous les ans, on a entre 50 et 150 cas habituellement. Les 2-3 dernières années, on est plutôt autour de 250 cas par an. Mais quel que soit le nombre de cas par an, on a toujours des décès, quoi. Au moins 1, 2, 3, 4, 5 décès. On a eu une année record en 1999, on a presque une vingtaine de cas de décès dans l'année, ce qui est énorme. Mais tous les ans, on a des décès dus à la leptospirose. Donc dans l'émission qu'on a tournée donc le mois dernier, on était déjà à 144 cas. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas déclarés depuis la fin juillet? On est à combien? Si tu as les chiffres, Stéphane? Non, toujours 144. Ouf. Donc après, effectivement, les cas sont liés à la pluviométrie. Ouais. Donc on a été relativement épargné, souvent donc en saison fraîche. Donc heureusement, on croise les doigts pour que ça continue. Mais sinon, il y en a toute l'année, effectivement. Hein, il y en a toujours. Toute l'année, contract. Alors, Roman, dans l'émission, au début, tu précises que les leptospires sont donc des bactéries, enfin, en partie telluriques, d'accord? Et en Nouvelle-Calédonie, donc, elles sont présentes dans tous les sols, partout dans le monde. Mais en Nouvelle-Calédonie, on a aussi des variétés qui sont endémiques. Et oui, les leptospires aussi. Oui, donc en effet, les leptospires, ce sont des bactéries qui sont telluriques. On estime qu'elles sont apparues sur Terre il y a 2 milliards d'années. Donc, vous voyez qu'elles ont eu un sacré temps d'évolution pour pouvoir s'adapter au sol. Elles vivent dans les sols depuis donc très longtemps. Et finalement, la première fois où elles ont rencontré un mammifère, c'était il y a 250 millions d'années, après l'extinction des dinosaures et l'apparition des mammifères. Donc, l'apparition des espèces pathogènes, elle est très récente. Il faut bien avoir ça en tête, que les bactéries, ces bactéries-là, les leptospires, ces bactéries qui sont extrêmement bien adaptées à la vie dans les sols. Et nous, sur l'étude qu'on a faite, donc on a prélevé maintenant un peu plus de 100 sols et on retrouve un taux de positivité, donc de présence de leptospires pathogènes dans 35% des sols qu'on a prélevés. Donc un sol sur 3, on retrouve une bactérie pathogène, les leptospires pathogènes dans ces sols-là. Et ça va même, on peut même monter jusqu'à 50% de taux de positivité quand on échantillonne autour d'un cas qui nous a orientés sur une zone supposée d'infection. Donc on les retrouve naturellement dans ces sols.
les prélèvements qu'on a effectués, on les a mis en culture et on a aussi essayé de récupérer donc, ces bactéries pathogènes. Et en effet, avec ce travail, on a pu isoler des nouvelles espèces de leptospire qui n'étaient pas décrites. On en a déjà décrit 12 en 2018 et là, on en a encore 6 nouvelles dans nos tubes à essai qu'on va décrire. Donc, on se rend compte qu'en effet, il y a une biodiversité des leptospires dans les sols qui était inexplorée jusqu'à présent, et le fait de s'intéresser à leur survie et à leur mode de vie dans les sols, on commence vraiment à découvrir tout un pan de cette biodiversité des leptospires. Quand on a commencé cette étude en 2015, on était à une trentaine d'espèces de leptospires décrites. En 2023, on vient de dépasser les 70 espèces décrites, donc on voit vraiment que là, l'augmentation de cette biodiversité, le fait de s'y intéresser, on les retrouve partout. Et donc, ces leptospires qui sont endémiques, elles sont elles aussi pathogènes ou pas? Alors, endémiques, pour l'instant, on les a retrouvées qu'en Calédonie, on les a décrites en Calédonie. Peut-être que si on les cherche ailleurs, on les trouvera aussi ailleurs, hein. Je n'affirme pas qu'elles soient endémiques encore de la Calédonie. Parmi celles qu'on a retrouvées, il y a... Alors, la phylogénie des leptospires est assez particulière parce qu'on distingue au sein du clade des leptospires des leptospires qui sont saprophytes, donc qui vivent naturellement dans les sols, et des leptospires qui appartiennent au groupe des pathogènes. Et même au sein de ces groupes de pathogènes, il y a vraiment une sous-fraction de ces espèces-là qui sont responsables des cas humains. Les espèces pathogènes qui appartiennent au clade pathogène qu'on a isolé des sols, on ne les retrouve pas dans les cas humains. Donc on pense on a même montré qu'elles avaient une virulence qui était plus faible que les souches qu'on retrouvait dans les cas humains. Mais on a quand même retrouvé des leptospires pathogènes qui étaient responsables de cas humains dans les sols aussi. Donc on est capable de retrouver également aussi ces leptospires qui peuvent être dangereuses pour nous dans les sols. Et c'était intéressant, ce que notre collègue vétérinaire disait tout à l'heure, c'est que sur ces dernières années, on a une augmentation du nombre de cas humains. Et j'ai entendu aussi qu'il y a eu également une augmentation du nombre de cas animaux. Et tout ça, c'est aussi lié parce que, comme nous, finalement, on est des mammifères et les animaux aussi, on est soumis à cette exposition environnementale. Et du coup, c'est tout à fait logique, à mon sens, que les animaux s'infectent aussi via un contact de l'environnement. Donc, ça va dans cette dynamique-là. Et c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir... la vaccination chez les animaux, ça peut être vraiment un levier pour diminuer les contaminations humaines, parce que si on arrive à limiter du coup la diffusion de ces bactéries dans l'environnement par la vaccination, on va forcément protéger aussi les éleveurs et tous les gens qui travaillent autour de ces animaux-là. Donc finalement, protéger leurs animaux, les vacciner, ça va indirectement les protéger également et diminuer la contamination environnementale. Eh oui, bien sûr. Merci beaucoup, Roman. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Allumez votre micro. Laurent, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir, hein. Vous pouvez prendre la parole à tout moment. Désolé, mais j'entends rien. En fait. J'essaie de lire. Oui, effectivement, c'est un petit peu gênant. Alors, allez-y, posez votre question. Bonsoir. Oui, parmi ceux qui ont été référencés, combien y en a-t-il qui sont mortels, en fait? À l'heure actuelle, il y a 68 espèces de leptospires qui sont décrites, et sur les 68, il y a vraiment 8 espèces qu'on retrouve associées à des cas humains. Et il y en a certaines d'entre elles qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie, mais il y a 8 espèces qui sont principalement responsables des cas de leptospirose humaine. Mais c'est les mêmes, humaines, mais finalement... Transmises par les animaux et l'humain. Voilà, mais ces 8 espèces-là, elles vont affecter tous les mammifères. Donc on va les retrouver aussi chez tous les autres grands mammifères. D'autres questions? Donc Laurent, vous nous entendez toujours pas bien? Non, j'entends pas bien, je suis désolé. Bon, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, en même temps, on arrive au terme du rendez-vous, ça passe vite. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à nos invités? Oui, Nadège? Simplement, on parlait tout à l'heure de l'interaction entre les différentes institutions dans cette optique de One Health. Et en ça, je trouve que le World Mosquito Programme, c'est vraiment, ça représente vraiment ça. C'est-à-dire que
on travaille à la fois avec l'Institut Pasteur, avec la DAS, j'échange aussi avec le CIVAP, voilà, avec l'Université de Monash en Australie, donc, et avec les communes, évidemment, avec lesquelles on travaille. On a des échanges avec l'État également, avec les provinces. Enfin, voilà, c'est vraiment un programme qui rassemble. On a aussi le soutien de la population, et ça, c'est extrêmement important quand on fait des interventions sur le terrain. On a aussi besoin de volontaires, donc c'est vrai que sans le soutien de la population, on ne peut pas mener à bien ce type de programme. Donc vraiment, ça montre que quand tout le monde fonctionne dans le même sens et va dans le même sens, on y arrive, hein. On peut faire de belles choses. Donc vraiment, cette thématique One Health, enfin à mon sens, et je pense pour vous aussi, c'est l'avenir de ce qu'on peut imaginer dans un environnement qui va être de plus en plus changeant et qui va nous apporter de plus en plus de challenges. Donc voilà, simplement pour dire que quand on veut tous aller dans le même sens, ça fonctionne bien. Voilà. Merci beaucoup Nadège pour ce mot positif. Laurent, vous souhaitez faire passer un message avant de terminer ce rendez-vous? Un message sur la leptospirose ou sur les zoonoses en général? En général. Donc, sur la leptospirose, non, je pense que vous avez tout dit, mais qu'effectivement, faire bien attention à ce lien entre l'animal, le rongeur et l'homme, et qu'il y a effectivement que les vétérinaires, les médecins, on travaille tous ensemble. Donc, comme a dit Coralie, que je voulais répéter, c'est que toutes les maladies à déclaration obligatoire, on passe par le CIVAP à chaque fois qu'on a des foyers de mortalité, qu'on a des maladies à déclaration, on passe par eux pour les déclarer. Que je pense, après, il y a une liaison avec des organismes internationaux, mais aussi avec la DAS, pour on peut voir la répartition des pathogènes. Que vraiment, on est très vigilant sur, donc je répète encore, sur ces nouvelles maladies qui pourraient venir. 70% ou 80% des maladies émergentes sont d'origine animale. Donc voilà, les vétérinaires de terrain, on est les premières barrières, entre guillemets, pour essayer de détecter ces animaux et ces nouvelles maladies. Il y a de nombreuses enquêtes qui sont faites, peut-être une par an, pour essayer de détecter ces maladies qui pourraient être là. Donc on fait des prises de sang sur les animaux régulièrement pour essayer de détecter ces maladies avant que ça puisse devenir un problème. Merci beaucoup Laurent pour votre participation. Est-ce que Hubert, tu veux ajouter quelque chose? Peut-être juste vous inviter à lire un rapport qu'on a produit alors en pleine Covid, c'est en 2020, pour vous éclairer sur le lien entre érosion de la biodiversité et émergence de pandémie. Donc vous tapez érosion de la nature et émergence de pandémie, protéger la santé des humains et de la planète, et sur le site du WWF France, et vous pourrez télécharger ce rapport qui dézoome à l'échelle mondiale et qui fait le lien entre la destruction de la nature, le trafic aussi des espèces animales, où on va trouver de manière complètement artificielle dans des villes surpeuplées, on va mettre en contact des animaux qui n'ont rien à voir ensemble et qui vont, justement, les virus vont pouvoir circuler et muter. Et donc tout est lié une nouvelle fois, et à nouveau ce qui démontre que respecter la planète, respecter la nature, c'est nous respecter nous-mêmes, ce qu'on aime assez souvent dire. Voilà, donc n'hésitez pas à le télécharger librement. Eh bien voilà, tu as fait la conclusion Hubert. Mais si, c'était parfait, effectivement. Tu rappelles que la destruction de la nature et notamment des forêts, c'est véritablement catastrophique, hein, puisque ça permet d'augmenter l'interaction avec la faune sauvage, qui est quand même un réservoir de virus très important et encore inconnu, dont on ne pourrait pas y faire face. Il y a aussi un autre sujet sur l'environnement, c'est la dispersion de molécules néfastes pour la santé. Je pense notamment à l'exemple des insecticides, dont un qui est très connu et qui fait polémique depuis très longtemps aux Antilles, c'est le chlordécone.
qu'on a utilisé jusque dans les années 90 pour protéger les cultures de bananiers d'un insecte ravageur qui a contaminé les sols, les eaux souterraines et donc bien sûr tous les animaux qui sont élevés sur ces sols. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est toutes les Antilles qui payent cette addition qui est très lourde. On a aussi l'utilisation d'antibiotiques pour soigner des animaux d'élevage qui entraînent des résistances transmissibles aux bactéries présentes dans notre microbiote d'humains, mais aussi dans celui des animaux. Donc ça, c'est un sujet, d'ailleurs l'antibiorésistance qu'on n'a pas abordé dans le prochain épisode, dont je vais vous parler après. Donc face à cette complexité, aux interactions entre la santé des animaux, des hommes et leur environnement, eh bien, il est absolument impératif de prendre en compte l'intégralité de ces trois sphères. Donc c'était l'affiche qu'on avait projetée tout à l'heure et que Frédéric va remettre à l'écran. Et qui illustre bien ça, qui vous donne pas mal d'infos. Je la publierai sur la page Facebook d'Empreinte, donc c'est Empreinte NC. Donc voilà, s'il y a des gens que ça intéresse d'avoir toutes ces informations. Donc voilà, écoutez, moi je voudrais remercier Frédéric et Xavier donc, qui s'occupent de la régie, qui font face à tous les problèmes techniques, tous les imprévus de connexion notamment. Donc merci beaucoup pour votre travail et toutes les solutions que vous mettez en œuvre dans les coulisses. Et puis on se retrouvera donc le jeudi 31 août pour un thème qui va aussi parler de santé humaine et environnementale. Et là, cette fois-ci, on est allé explorer les coulisses de l'assainissement. Donc assainissement et santé environnementale, ça coule de source, et oui. Et on mettra à nouveau à l'honneur les travaux d'un chercheur de l'Institut Pasteur qui, lui, travaille sur l'antibiorésistance des bactéries. Et pour ça, eh bien, il mène ses analyses à partir des eaux d'assainissement qui arrivent dans les stations d'épuration. Alors comme ça, à en parler, le sujet apparaît pas très sexy, les stations d'épuration. Je peux vous assurer qu'il est absolument passionnant parce qu'on a exploré déjà différents types d'assainissement. Et on a appris des informations vraiment, vraiment très intéressantes. Donc, merci à vous pour votre participation et puis à dans un mois. Bonne soirée.